Ici Alex Wagner et dans cet épisode des Gourous de la séduction, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Cormon qui est Love Coach. C'est sur Morning Kiss. Bonjour Alexandre. Bonjour Alex. Alors ce qui m'a intrigué dans ton parcours, c'est que quand tu étais jeune, tu es toujours jeune aujourd'hui, mais quand tu étais plus jeune, quand tu étais à l'école notamment, tu voulais être basketteur pro. Et tu es même allé jusqu'à participer à un championnat du monde dans ta catégorie, jusqu'à avoir une blessure physique. Et donc je remarque que dans tout ce que tu entreprends, tu fais les choses à fond. Parce que c'est en tout cas, j'ai remarqué d'après notre conversation précédente, que quand tu fais le coaching, le love coaching, on va rentrer dans le détail de ce que c'est, ça aussi tu le fais à fond, puisque tu as coaché 12 000 hommes en individuel. Depuis tes débuts, ça remonte à 2007. Tu fais ça pendant 8 heures par jour, typiquement au téléphone, je crois, et aussi en individuel. Et en fait, tu t'es lancé là, enfin tu vas m'expliquer tout à l'heure, mais de ce que j'ai compris, tu t'es lancé là-dedans parce que tu adores le contact humain et les relations sociales. Et tu as un master en sciences humaines que tu as suivi d'une formation en PNL, programmation neurolinguistique. Et tu interviens sur les domaines de la séduction, la confiance en soi, la communication en couple, la jalousie, la reconquête d'ex. Donc c'est assez large. Et ta méthode, elle a de particulier d'être axée sur la prise d'action. Alors la première chose que je voulais te demander, Alexandre, c'est... Imagine que tu es dans une soirée et tu rencontres quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Comment tu réponds à cette question? La première chose que je fais, c'est que je vais sourire. Parce que je sais que mon métier est atypique et qui peut aussi plaire, en tout cas intriguer. Ouais. Donc je vais sourire et je vais expliquer ce qu'est le love coaching justement. Alors le love coaching pour moi c'est une discipline assez vaste. Ouais. C'est s'intéresser à la problématique d'amour au sens large, que ce soit la séduction, la vie de couple, la reconquête amoureuse. Moi je suis très axé sur tout ce qui est vie à deux. La vie en couple, parce que c'est un domaine qui me fascine, les communications et surtout les différences, que ce soit entre les hommes et les femmes, mais vraiment au niveau intrinsèque, la différence qui existe entre chaque être humain. Ouais. J'ai cette particularité de coacher à la fois les hommes mais aussi les femmes, donc de pouvoir m'intéresser à diverses problématiques. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer donc aux personnes, c'est que mon métier, c'est d'aider les hommes et les femmes à être heureux ou heureuses en amour. Voilà. Tout un programme. Oui, tout un programme. Qui fait appel à toi typiquement? Quel genre de profil? On m'a toujours demandé, on m'a toujours posé cette question. Ouais, je suis intrigué. Ouais. C'est vrai que ça intrigue vachement le love coaching. Pourtant, c'est démocratisé dans les pays anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. C'est vraiment démocratisé. Mais en France, on a peu de love coach. On a une grosse communauté de séduction dont tu fais partie. Mais c'est vrai que le love coaching, on peine à démarrer. Il n'y a pas de profil type. Toi, tu n'as pas l'air de peiner. Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, je suis considéré comme le numéro 1. Je coach énormément de personnes, comme tu l'as bien signifié. Les hommes comme les femmes. Voilà, c'est ça. Mais quand on parle de love coach, je pense que c'est encore moins connu que le coach en séduction, pour le coup. Parce qu'il y a plusieurs passages télé sur le coaching en séduction, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, dont toi, qui développent vraiment des méthodologies qui sont mises en avant, alors que le love coaching, on peine encore à avoir des passages dans les médias ou à avoir une reconnaissance, en tous les cas. Ah oui? Oui. C'est marrant parce que alors ton métier je le connais pas très bien parce que c'est pas la même chose que coach en séduction. J'avais l'a priori avant que tu dises ça que le love coaching c'est quelque chose de plus ancien que le coaching en séduction tel que je le pratique moi. Alors c'est peut-être plus ancien d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'on a tous besoin on se pose tous des questions sur l'amour. Alors on va demander à ses amis, à sa famille, on va demander autour de nous. On lit des bouquins. Je pense qu'avant il y avait beaucoup de peut-être philosophes, d'écrivains qui donnaient des conseils sur le sujet. Mais le love coaching, cette discipline que moi je pratique, comme tu l'as dit, basée sur la mise en place de plans d'action en elle-même, c'est une discipline qui est extrêmement récente en réalité. Okay. Quand on prend des love coachs comme John Gray qui a écrit Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, je retrouve dans ses écrits beaucoup de réflexions, mais pas réellement d'action entre guillemets. Donc je pense que l'évolution du love coaching va faire en sorte que c'est une discipline qui va être encore, qui est en plein mouvement et qui va être encore plus démocratisée. Effectivement, c'est ce qui m'avait frappé en regardant un de tes sites. On les citera à la fin de la vidéo, tes sites. Avec plaisir. C'est effectivement
c'est pas tant de la théorie, même si la théorie c'est intéressant et c'est sûrement ça repose dessus, mais j'étais frappé par la prise d'action dans la démarche. Alors, et ça, je pense que ça rejoint vachement le côté sportif dont tu as présenté au départ. C'est important pour moi de passer à l'action, de vivre des expériences et d'en tirer des analyses. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre à toutes les personnes que je coach, quel que soit le domaine, c'est de dire, OK, on va prendre des initiatives, puis après, on aura toute une phase d'analyse, de réflexion. Et c'est ce qui vraiment fait de mon métier une passion, c'est que chaque coaching est différent, chaque prise d'initiative va être différente et qu'on ne sait jamais quels vont être réellement les résultats. Donc, on est obligé de s'adapter. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, il y a une expertise qui se met en place, mais c'est tous les jours des coachings différents en réalité. Ouais. Pourtant, j'imagine qu'il doit y avoir un client type, je ne sais pas, en termes d'âge ou de catégorie socio-professionnelle, ou est-ce qu'il y a vraiment de tout? Alors, d'ailleurs, c'est une question que je vais te retourner parce que quand je présente mon métier, on voit tout de suite la personne qu'on retrouve dans Confessions intimes ou n'importe quelle émission où on a une personne qui est vraiment paumée de chez paumée. Le cliché du cas social. Exactement. Je voulais pas le dire, le cliché du cas social. Mais moi, je suis un peu plus brut de fonderie que toi. Mais alors du coup… Mais c'est vrai que ça, c'est une réflexion qu'on me fait souvent, moi aussi. Les gens imaginent que c'est des gens désespérés. Alors que pas du tout, je vais coacher… Chez moi aussi, Voilà, moi le client, j'aime pas ce terme-là, le coaché type, c'est vraiment la personne de 35-40 ans qui réussit dans sa vie professionnelle et qui se demande mais comment je n'y arrive pas à reproduire ça dans ma vie perso. Que ce soit en couple ou dans la séduction. Et j'ai coaché des personnes, vraiment des chefs d'entreprise, mais j'ai aussi coaché des étudiants, des salariés. Toutes ces personnes-là, en fait, ont tendance à réussir dans leur vie, mais pas tout ce qui est social ou amoureux. Et donc voilà, c'est ce type de personnes, et je pense que c'est exactement ce type de profil que tu vas avoir par rapport aux vidéos que tu as pu faire ou au programme coaching également que je pouvais voir. C'est ce type de client, de coaché, que l'on va avoir ensemble. Et quelque part, quand on pousse au-delà du cliché, finalement, c'est pas si étonnant. Parce que des gens qui vont venir nous voir, c'est une démarche proactive de se prendre en main, d'avancer, d'évoluer. Donc oui, bien sûr que dans d'autres sphères de leur vie, ils ont réussi. Et parce qu'il leur manque ce pan-là de leur vie, ils prennent le taureau par les cornes et ils viennent nous voir. Donc oui, bien sûr, on a affaire à des hommes de qualité qui ont une vie par ailleurs complète et réussie. Exactement. Et donc du coup, c'est là où la conscience collective qui est de dire, oui, toi tu vas coacher des cas sociaux, comme on peut le dire. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai des personnes, elles sont formidables et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces personnes-là. Mais parfois, dans la vie sentimentale, on peut avoir des besoins et c'est normal de se référer à un professionnel comme on pourrait le faire dans le business, comme on pourrait le faire dans la vie en général, dans l'éducation de ses enfants. Pour moi, voilà, le love coaching, c'est vraiment, j'ai envie de le démocratiser aujourd'hui. Ouais, pareil. et ça me rappelle un peu, il y a le même cliché qui revient souvent par rapport aux psys. C'est-à-dire qu'on imagine que ce sont des fous qui vont voir les psys. Or, en réalité, alors il y a effectivement une partie de leurs clients, je sais pour avoir discuté avec un ami qui est psy, quand c'est une prescription médicale, là effectivement ça peut être des cas peut-être assez lourds. Par contre, celui qui va aller volontairement faire la démarche d'aller voir un psy, c'est typiquement la frange de population qui a une bonne santé mentale. Je rebondirai là-dessus parce que j'ai une expérience dans la reconquête amoureuse, donc post-rupture. C'est une période qui est vraiment extrêmement délicate, où on a l'impression de vraiment, notre monde s'écroule et on peut alors soit faire émerger des questions que l'on n'a pas eues par le passé. Ça peut être un divorce des parents, ça peut être une enfance difficile, et auquel cas on va se diriger vers des psychologues. Et en réalité, je pense qu'il y a des événements dans la vie qui font que parfois on se pose des questions, et l'aide d'un psychologue, d'un coach ou d'un autre professionnel est extrêmement importante. Et c'est pas que les personnes qui ont une pathologie qui vont voir un psy, c'est aussi ceux qui veulent se remettre en question, et ça fait partie aujourd'hui de l'être humain. Et je crois qu'on est dans une société qui évolue vers vraiment cette dimension de dire on a le droit d'avoir des problèmes liés au passé ou liés à soi-même, et on a le droit aujourd'hui de trouver des solutions aussi. Carrément. C'est comme ça que je le vois. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Quelqu'un qui te consulte? Parce que j'ai aucune idée comment se déroule une session. Ou est-ce que c'est une session ou plusieurs? Ça se fait sur une durée? Comment ça se passe? C'est difficile d'expliquer aux personnes qu'aujourd'hui, le coaching, c'est un processus sur le moyen terme, entre 3 et 6 mois en général. Les personnes ne connaissent pas le métier, ne savent pas ce que c'est, donc elles vont s'engager généralement pour une première séance, qui est une sorte de bilan général. Donc là, on va faire le point sur quel est leur objectif, on va définir des premières actions. Et puis, on va se laisser 10, 15, 20 jours pour
voir quels sont les résultats et savoir quelle va être la meilleure formule d'accompagnement. Donc les personnes prennent contact avec moi, généralement c'est un bilan par téléphone, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de me développer, donc d'être en voyage très régulièrement et que le téléphone ou Skype sont des technologies qui permettent aujourd'hui pour moi de bien coacher, c'est ma vision. Et puis une fois qu'on a des premiers résultats, là on peut avoir un planning plus précis sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend de chaque personne. Mais le but c'est vraiment de passer à l'action, c'est pas de rentrer dans un process où pendant 5 ans on va être ensemble, c'est courte période mais proactif quoi, vraiment. Ouais, donc c'est un peu l'inverse du... Comment ça s'appelle? Quand on est sur le divan du psy pendant des années. Voilà, c'est un peu l'inverse de la psychothérapie où là ça va être plus lourd, plus long et moins dans l'action. Moins dans l'action. Donc après ça peut convenir à certains types de personnes, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'action, qui ont besoin d'être boostées. Complémentaire. Et je pense que ça peut être effectivement complémentaire. Quels sont les problèmes récurrents, Alexandre, s'il y en a, les problématiques qui reviennent le plus souvent? D'ailleurs, je pense que celle-ci, tu vas peut-être pas les partager dans ton coaching, mais alors moi, qui suis vraiment axé sur cette vie de couple, il y a 2 grosses problématiques. La première problématique, c'est toutes les personnes, donc les hommes, effectivement, qui sont dans une forme de dépendance affective, qui vont mettre leur femme sur un piédestal, si je puis dire, et qui vont vivre à travers elle. Donc, ils vont oublier leurs amis, leur boulot, ils vont vraiment ressentir une forme de dépendance, de peur, qui très souvent conduit à une rupture, ou en tout cas à des gros problèmes de couple, et c'est là où j'interviens, souvent à la limite ou après la rupture, donc après la fracture. Et le deuxième type de cas, c'est au contraire les hommes qui se sont laissés aller avec le temps, donc qui étaient motivés au départ, qui étaient investis, que ce soit sur eux ou dans leur relation. Et au fur et à mesure, ils prennent 10, 15 kilos, ils augmentent comment dire, au niveau professionnel, ils augmentent de position, donc du coup, ils travaillent plus et ils ont moins de temps pour eux. Donc là, ils ne considèrent plus du tout leur femme ou leur relation. Et ce sont des personnes qui ont besoin de se remettre en question pour justement re-sauver leur couple, parce que le couple, pareil, il est en péril. Là, c'est 2 extrêmes, en fait. Ce sont ces 2 extrêmes que je vois très régulièrement. Donc, c'est soit en préventif avant la rupture ou alors en curatif après la rupture. Exactement. Bon, le préventif, il intervient juste une semaine avant la rupture. C'est vraiment, on fait appel au love coach au dernier moment. Je suis un peu le pompier, entre guillemets, de l'amour, quoi. Ouais, donc tu étais un peu disponible en urgence sur ton téléphone portable. Exactement. C'est quand on m'appelle, généralement, c'est que c'est la crise. Grosse crise. Je vois, J'aimerais qu'on m'appelle avant, mais bon, après, c'est quand même un métier qui est passionnant et je comprends qu'on ait envie de s'en sortir tout seul. C'est un peu comme les hommes qui voient tes vidéos, qui se disent « Ah, j'aimerais bien faire ce qu'il fait, je vais tester ». Et puis ils remettent au lendemain, et puis ils essaient de s'en sortir en soirée. « Tiens, qu'est-ce qu'il a dit Alex? Je vais essayer de reproduire la même chose. » Mais ils n'ont pas réellement compris, je pense, toute l'énergie, toute la sensation que c'est que de faire un coaching en face à face et justement de pouvoir en retirer une analyse. Donc, pour moi, c'est pareil dans la vie de couple, c'est ok, tiens, qu'est-ce qu'il a écrit sur son article, je vais tester, et puis au moment où je vois que là, elle me parle de divorce, ok, bon, là, je prends contact avec le coach. Ouais, d'accord. Voilà. Ça m'inspire une question sur la reconquête d'ex. D'accord. Est-ce qu'il faut reconquérir son ex ou tourner la page et passer à autre chose et comment savoir, comment distinguer ces 2 cas? C'est une excellente question. Et c'est une question qui me revient, mais je crois tout le temps, dans chacune des interviews que je peux réaliser. J'imagine, ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours un avis très tranché dans notre société où on dit, mais récupérer son ex, c'est comme ravaler son vomi, ça sert à rien. C'est une expression que j'entends fréquemment quand même. Je ne serais pas allé jusque-là, pourtant j'ai une communication assez brute de fonderie. C'est ce que j'entends, et donc là, ça me meurt de moi, je les explique que... quand même, Alors en fait, concrètement aujourd'hui, si on dissocie la reconquête de la question, le but c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut? Et en tant qu'être humain aujourd'hui, ce qu'on veut, et ce que moi je prône, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et j'explique qu'aujourd'hui, quand on a fait des erreurs dans une relation, on a le droit de les rattraper. C'est le seul domaine, l'amour, où généralement on dit oui, ça colle pas, séparez-vous. C'est un petit peu simple, il y a quand même des communications à aller chercher, il y a de la compréhension de l'autre. Donc est-ce qu'il faut récupérer son ex? Je dirais que si vous avez des regrets. Si aujourd'hui vous avez des regrets par rapport à une ex et que vous avez envie de la récupérer, vous devez tenter des choses, de vous remettre en question, d'essayer de la reséduire. C'est pas de se mettre à 4 pattes et de lui dire je t'aime, reviens vers moi. C'est pas du tout ça la reconquête. C'est plutôt l'idée de dire je surfe sur la rupture, j'ai compris des choses, je deviens une meilleure personne. Ça me ferait plaisir qu'on reste en contact. Et là, il y a tout un process qui s'enchaîne en réalité. Est-ce qu'il faut récupérer son ex? La réponse est non, pas tout le temps. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est trop facile de dire une rupture, tourne la page. C'est pas si simple. Et on a parfois envie de se remettre en question, on a envie de chercher des solutions à ses propres erreurs. Et là, oui, il faut récupérer son ex parce que ça nous permet de ne pas avoir de regrets. Et si
la reconquête aboutit, alors à ce moment-là, on est capable de relancer son couple, mais plus que cela, je pense qu'on est capable vraiment de modifier sa vie. C'est vraiment du développement personnel aussi en même temps. C'est là où j'aime bien le terme reconquête par rapport au thème récupération, parce que reconquête, ça sous-communique bien qu'on ne va pas aller la supplier de revenir en l'appelant 30 fois par jour, mais on va mettre en place ce qu'il faut pour la reséduire. Et vraiment pour ouvrir une nouvelle page en fait. Si on est là juste pour la récupérer, pour revivre le passé, ça ne marchera pas. Bah oui. Par contre, quand on est dans une nouvelle dynamique de se dire, voilà, j'ai envie de créer autre chose, parce que j'ai appris de mes erreurs, mais bon, l'ex aussi a fait des erreurs, donc du coup, c'est d'un commun accord qu'on va recréer une vraie relation forte. Et qu'est-ce qui va favoriser que cette reconquête puisse aboutir, surtout chez un homme, puisque on est sur une chaîne pour hommes ici? Alors, pour qu'une reconquête aboutisse pour Par exemple, dans ses attitudes ou ses comportements, qu'est-ce qu'il peut faire pour favoriser cette reconquête? L'erreur que je vois la plus fréquente, pour moi, c'est tous ces hommes justement qui vont harceler leur ex, ou qui vont lui dire « je t'aime, t'es la femme de ma vie oui. », ou celui qui va lui acheter des bijoux, ça arrive fréquemment aussi. Ouais. En fait, en tant qu'homme, généralement, on se dit « oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, donc je vais le faire maintenant ». Le problème, c'est que dans la reconquête, on ne doit pas être ce qu'on aurait dû être. Et du coup, ce que moi, j'essaie de leur inculquer, c'est le fait de pouvoir reprendre confiance en eux, de recréer de la complicité avec cette femme. Et après, il y a toutes les règles de la séduction que tu évoques à merveille sur ton site, comme le langage corporel, comme le fait de pouvoir créer des rendez-vous qui soient un petit peu atypiques, qui soient originaux, de relancer de l'exceptionnel. Ça permet par petites touches en fait de recréer de la séduction, ce qui est difficile quand on sort d'une rupture, parce qu'on a envie de trop bien faire parfois. Donc je leur apprends à faire simple, mais à relancer vraiment cette complicité, ce flirt. Recréer tout en repartant de zéro, ça c'est compliqué parce qu'on a tendance en tant qu'être humain à vouloir créer notre amour, à vouloir être à fond dans les sentiments, ce qui n'est pas la bonne option. Donc voilà, je leur réapprends à faire simple en fait. Pour changer de sujet, Alexandre, quelles sont pour toi les principales difficultés auxquelles sont confrontés les hommes aujourd'hui, à notre époque? C'est une excellente question. La première difficulté, je pense qu'on est confronté à un gros manque de communication. C'est-à-dire que depuis notre enfance, je pense qu'on a été éduqué, en tout cas moi ça a été le cas, et même dans le sport, un homme il a du mal à parler de ses sentiments, il a du mal à parler de ses peurs, de ses frustrations, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la communication pour les hommes. Apprendre à parler de soi, c'est important. Et le deuxième gros problème que j'analyse chez les personnes que je coach, c'est d'être capable de faire preuve d'empathie, de se dissocier de ce que nous on ressent pour comprendre l'autre. Autant les femmes, je trouve qu'elles ont une micro-sensibilité qui leur permet justement cette empathie, alors que nous les hommes, on prend très vite pour acquis ce que l'on ressent. Et on se pose très peu de questions. Voilà, on n'analyse pas la femme comme un être humain, on l'analyse comme nous, et je pense que ça pose problème. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme outil pour être plus dans l'empathie? Alors, c'est une réflexion qui est pour moi, sur laquelle je base toute ma philosophie, c'est de dire, considérez n'importe quelle femme comme votre meilleure amie. Parce qu'avec notre meilleure amie, on se pose des questions de savoir s'il va vraiment bien, on arrive à analyser ses mots, tiens, dans le son de sa voix, là, ça va pas très bien, donc je vais rester avec lui. Et surtout, on est relâché, on est naturel. Alors qu'en face d'une femme qui nous plaît, en général, là, on a tendance à perdre nos moyens. Et donc, c'est même en face de notre femme, qu'on peut connaître depuis 10, 15, 20 ans, quand on est dans des situations compliquées, la peur prend le dessus sur le naturel. Donc le meilleur conseil que j'ai trouvé à leur conseiller, c'est vraiment le côté faites comme si c'était votre meilleur ami en face de vous. Et vous allez voir que votre côté naturel va prendre le dessus et votre empathie, elle sera aussi beaucoup plus sensible à cette femme que vous avez en face de vous, que ce soit votre femme ou une inconnue que vous aimeriez séduire. Ouais, j'aime bien parce que ça me fait penser à un outil que j'utilise en atelier de séduction, cette idée de faire comme si, comme tu dis. Et ce que j'utilise comme outil, c'est que je dis à mon élève, imagine qu'elle est déjà amoureuse de toi quand tu vas aller l'aborder dans la rue. Et en fait, ça change complètement les comportements non-verbaux, paraverbaux. Et l'homme a tendance à se comporter d'une façon qui va faire
que la femme va tomber amoureux de lui s'il croit dans sa tête que c'est déjà le cas. Ça reboucle un peu ce que tu dis. Exactement, c'est ce que je me suis dit en coaching à un homme, pas plus tard qu'hier. Donc lui, il veut récupérer sa femme et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais là, tu la mets sur un piédestal. Considère qu'elle est amoureuse de toi et considère que c'est ton meilleur ami. Vas-y à la cool, vas-y zen. Et je pense que du coup, ça change tous les signaux inconscients, comme tu viens de le préciser en réalité. Et c'est extrêmement important. Donc là, on se rejoint totalement sur ce point-là. Ouais, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de forcer les micro-signes qu'on envoie, les micro-signes non-verbaux ou paraverbaux, le boulot, il est à faire dans la tête. Exactement. Et en changeant l'attitude qu'on a dans la tête, le reste va suivre automatiquement et inévitablement. Parce que c'est compliqué quand on se dit « Ah bah tiens, là, il faut que je me tienne droit. Là, il faut que je mette la main droite comme ça, la main gauche comme ci. » Au final, il y a tellement de signaux qu'on ne peut pas réfléchir à tout. Alors que si on prend le contrôle déjà de son esprit, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai compris au travers de mes expériences avec le sport, mais surtout avec ce métier, c'est qu'on peut contrôler son état d'esprit. On peut aborder une femme sans se dire « il me faut absolument son numéro » et là, du coup, on risque de paniquer. Alors que si on l'aborde en se disant c'est sûr qu'elle voudra prendre mon numéro, déjà notre comportement va changer. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, de hacker entre guillemets son cerveau et d'y aller avec le bon état d'esprit. Ça doit reboucler un peu la PNL, non ? Alors oui, parce que la PNL, c'est cette idée de dire qu'on a des fausses croyances et qu'on peut soit les limiter, soit en prendre le contrôle carrément et de les inverser au final. Donc c'est des outils qui sont très pratiques, pas toujours faciles à mettre en place, mais qui permettent, comme la pensée positive, le fait de se répéter « je suis le meilleur » régulièrement, de se répéter que je suis une bonne personne, et au final, on reste dans cet acquis et on arrive à développer sa confiance de cette manière-là, mais aussi, quand on développe sa confiance, c'est toutes les interactions avec les autres. Les couples qui te consultent, Alexandre, ils se sont rencontrés comment typiquement ? C'est quoi pour toi la tendance du moment d'un point de vue rencontre ? Tinder. Ah ouais. Tinder. Oui, j'ai pas mal de personnes. Si je fais l'analyse, je dirais que Tinder aujourd'hui, c'est un bon moyen de faire des rencontres. Badoo, j'y croyais pas trop au départ, mais finalement, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent par Badoo. Donc, on va dire les sites de rencontres, d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que la vie professionnelle, on passe beaucoup de temps au boulot. Et au final, ça développe des sentiments. Mais alors, pour le coup, c'est des personnes qui sont déjà amoureuses avant même de se mettre en couple, quoi. Je sais pas si c'est le cas. Moi, les femmes que je coach, elles me disent vachement oui, j'aime mon collègue. Ça m'arrive d'avoir des hommes pareil qui me disent oui, cette femme-là, c'est elle que je veux. Voilà, c'est très direct, c'est très une personne précise. Donc, les deux grands moyens que je vois, c'est vraiment les sites de rencontres et pour le coup, la vie professionnelle qui est importante. Ok. Alors, j'ai l'impression que les couples durent moins de temps aujourd'hui. Est-ce que tu as cette même impression ? Alors, oui, je pense qu'aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup plus de divorces. Plus de 50% des mariages qui se terminent en divorce dans les grandes villes. Donc, il y a beaucoup de tentations, il y a les réseaux sociaux. On est vraiment dans une société en pleine mutation. Maintenant, là où je prends du recul, je dirais que je ne suis pas sûr que les couples avant étaient plus heureux pour autant. C'est-à-dire qu'avant, on était malheureux, mais on restait quand même ensemble pour le foyer, peut-être pour la famille. Mais quand on en discute avec les anciennes générations, les grands-parents vivaient tout autant de crises. Les grands-parents n'étaient pas forcément plus heureux que nous au jour d'aujourd'hui. Je dirais qu'une rupture, il faut la prendre comme une dédramatisation. Si on n'est pas heureux, on se sépare. Si on a fait vraiment, parce que c'est là où ma philosophie est importante, si on s'est vraiment donné les moyens de sauver le couple, la famille, de conserver également un bon équilibre pour les enfants parce que je suis plutôt confronté à des ruptures qui sont violentes avec des relations qui explosent. Donc les enfants en pâtissent, financièrement également, donc il y a des divisions de biens, etc. Voilà. Pour moi, je suis d'avis de dire qu'il y a plus de ruptures. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut bien voir qu'une rupture, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et qu'aujourd'hui, parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se séparent sans prendre en compte autre chose que leur propre ego ou que leur propre bonheur. Ce qui est dommage. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai parfois vu sur des sites de rencontres. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Dans des descriptions, j'ai parfois vu, voilà, je cherche quelqu'un, comment s'exprimer, je cherche une relation sans prise de tête. Et moi, ça me fait toujours sourire, parce qu'il y a cette espèce d'idéal, comme si un couple valable, c'était un couple où il n'y avait pas de prise de tête. Or, en réalité, dans n'importe quel couple, il peut y avoir des prises de tête. Après, il va y en avoir même. Et tout va dépendre de comment c'est géré, tu crois pas ? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui,
quand on regarde notre passé, on a souvent des désillusions, des ruptures. On a du mal à faire confiance à l'amour. Et donc forcément, quand on va sur un site de rencontre, on a tous envie d'avoir la relation parfaite, sans prise de tête, où on se complète parfaitement, et c'est possible pendant 3 semaines, 1 mois, généralement. Après, soit l'autre est acquis et il ne nous intéresse plus du tout, soit l'autre commence à faire émerger des petits défauts, et puis là, il y a les prises de tête qui commencent à s'engendrer. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience que la vie de couple, elle est complexe, en fait, en réalité, et qu'on cherche un idéal qui n'est pas forcément facile à trouver. Ouais, peut-être que ça contribue à une espèce de culture de zapping où certains couples, dès qu'ils sont confrontés à un problème, vont se dire bon, bah, ça ne marche pas, visiblement, donc je vais passer à autre chose. Et ça peut être dommage, même si je suis d'accord avec toi aussi que par bien d'autres raisons, ça peut être une bonne idée de se séparer. Ça dépend. Forcément, si on est incompatible, qu'on n'est pas heureux, autant se séparer. Mais comme tu le dis très bien, je pense qu'aujourd'hui, l'être humain, il est dans une quête du bonheur. Et que ce soit boulot, que ce soit vie sentimentale, à tous les niveaux, on a vraiment cette tendance à zapper très vite. À se dire, ah bah là, je suis pas heureux, allez hop, je change. Je suis pas heureux, je change. Et je trouve que c'est un peu simple dans une vie sentimentale et qu'à courir derrière le bonheur, et ben finalement, je ne suis pas sûr qu'on le trouve réellement. Plutôt que d'essayer de construire quelque chose de beaucoup plus solide et de se dire, bah, en fait, l'autre, il est différent de moi, comment je peux maximiser mes chances d'avoir une relation qui soit épanouissante, avec des hauts et des bas, mais qui soit épanouissante. Ouais. Parlons maintenant confiance en soi. Et l'inverse de la pièce qui est la timidité. Je sais pas, j'imagine que tu me dis si j'ai faux, qu'il doit y avoir des hommes qui te consultent par rapport à la confiance en soi, ou du moins qui peut-être te consultent pour autre chose, mais finalement il y a un problème de confiance en soi qui est sous-jacent. Forcément. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, si tu veux, la dépendance affective, c'est un vrai problème de société, surtout dans la vie de couple. Et en fait, ça sous-entend un manque de confiance, ça sous-entend une vie personnelle qui n'est pas assez enrichie, mais surtout une image de soi-même qui n'est pas assez agréable, assez positive. Donc aujourd'hui, j'aide ces personnes-là, j'aide ces hommes à vraiment reprendre confiance en eux. Après, j'ai quelques hommes qui me contactent pour vraiment trouver une personne, s'épanouir dans leur vie sentimentale. Et là, ça sous-entend une forme de timidité, mais qui n'est pas aussi maladive qu'on pourrait le penser au départ. Donc c'est vraiment pour moi la dépendance affective qui amène ce besoin de confiance en soi. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme outil ou comme démarche pour un homme qui a le sentiment de manquer de confiance en lui? La première chose que je propose aux personnes que je coach, c'est de se créer un emploi du temps. Je pars du principe qu'aujourd'hui, la confiance en soi, on ne la combat pas facilement en réalité. Et qu'il faut vraiment avoir une sorte de cadre précis dans lequel on ne va pas sortir parce que sinon on aura du mal à travailler sur soi avec régularité. Donc c'est un emploi du temps du lundi au dimanche avec des activités, ça peut être de la socialisation, comme des cours de salsa par exemple, que j'apprécie. Ça peut être beaucoup de sport également pour se recentrer sur soi, ça peut être de trouver son style vestimentaire, ça peut être d'organiser des soirées avec des amis, d'avoir un emploi du temps sur 1 mois où en fait on construit sa vie professionnelle, personnelle, amicale et familiale. Et une fois qu'on a cet équilibre de vie, en général, on voit l'amour différemment. On voit l'amour comme la petite cerise sur le gâteau, alors qu'aujourd'hui, les hommes qui me contactent, eh ben, ils font pas de sport, ils ont plus de vie, leur boulot leur plaît pas, et leur femme, c'est tout. Donc du coup, forcément, il y a un déséquilibre qui engendre un manque de confiance, puisqu'on n'existe qu'à travers l'autre. Quand on existe pour soi, donc avec cet emploi du temps que je propose généralement sur 1 à 3 mois, alors à ce moment-là, on prend sa vie en main et on voit les choses différemment. Donc c'est le premier axe que je propose aux personnes que je coach parce que pour moi la confiance en soi on ne peut pas l'acquérir comme ça en claquant des doigts ou en 1 semaine, c'est pas possible dans ma vision des choses. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de gadget qui va donner la confiance en soi. Bien sûr. Après si je peux rebondir sur quelque chose qui est très important, je pense que à contrario ma philosophie de coaching prend du temps. Là où un coaching de groupe ou en face à face avec toi, va créer ce déclic quand même. Parce que la confiance en soi, il y a aussi une notion de déclic qui est importante. Et je pense qu'aller vraiment aborder une inconnue dans la rue, prendre cette expertise et cette expérience, pour moi, ça peut créer ce déclic justement. Et c'est en ça où j'admire vraiment le coaching en séduction et ton travail, c'est que c'est pas simple, ça nécessite vraiment du courage d'aller aborder une personne dans la rue. Et je pense que ça, c'est un des déclics qui va permettre à un homme de prendre confiance en lui, justement. C'est clair, on peut arriver rapidement à un déclic, non pas en claquant des doigts, mais sur un travail qui va durer peut-être un week-end, parfois un petit peu plus.
Néanmoins, je suis d'accord avec toi, ça ne remplace pas d'avoir une vie complète, centrée, avec d'autres pans qui sont investis que la femme. Parce que sinon, si on a une vie qui est vide en dehors de la femme qu'on convoite, ben on va surinvestir la potentielle relation avec elle, et elle va sentir que l'homme a non pas envie d'elle, mais besoin d'elle. Et une sorte de besoin qui prend de la valeur à la femme et qui aura tendance à la faire fuir. On est sur la même longueur d'onde. Là, je ne peux rien dire de plus. Pourquoi ça m'étonne pas? Je pense qu'on a une belle philosophie. En tout cas, elle se rejoint, donc on va dire qu'elle est belle. On est d'accord. C'est clair. Ouais. Dans les couples que tu assistes, on dit assister, les couples qui viennent te voir en consultation, c'est quoi le principal obstacle de communication? Alors, en général, le principal obstacle, c'est eux. Ils viennent me voir, donc on peut se voir Alors, c'est soit des coachings personnels, c'est-à-dire avec une seule des deux personnes, soit des coachings de thérapie de couple, donc là, il y a les deux personnes. Et puis, on sent que le problème, c'est qu'ils ont juste... Ils ne sont pas sur le même ordre de communication, donc ils sont très énervés, très affectés, et la moindre petite étincelle va créer en fait un feu tout simplement, des grosses disputes, des conflits. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui maintenant, c'est leur réapprendre à calmer ce qu'ils ont vécu. C'est comme un réservoir, en fait là il est rempli, et la moindre petite chose, la tasse de café elle n'est pas posée au bon endroit, donc ça explose. Et donc je leur apprends déjà à vider ce réservoir émotionnel, donc ça c'est un travail sur eux personnellement. Et après dans leur communication, c'est de travailler sur qu'est-ce que l'autre comprend par rapport à ce que je lui dis. Et je base toute ma philosophie de coaching sur cet aspect de dire mais tous les êtres humains sont différents, donc quand vous dites quelque chose, peut-être que l'autre ne le perçoit pas de la même manière. Quand on dit je t'aime, oui, mais si cet homme il a besoin d'un câlin et qu'il n'a pas besoin de mots, alors il comprend pas vraiment les sentiments. Voilà, je mise vraiment sur cette... c'est un ouvrage vraiment qui m'a inspiré, c'est Le langage de l'amour de Gary Chapman, qui est vachement intéressant, où il explique bien que chaque être humain a un peu son propre moyen de communication, et que si on ne communique pas sur le bon moyen, en fait on n'actionne pas le bon levier, et au final l'autre reste insatisfait. Donc c'est un travail sur soi. Pour en revenir à ta question, le principal frein, c'est eux, parce qu'ils arrivent avec tellement de colère, de frustration, qu'il faut leur dire que tout ça, on le laisse au placard. Là, ce qui est important, c'est demain, c'est pas hier, en fait. Voilà un petit peu. Je vois. Je vais te poser une question plus orientée séduction, et sois libre de me dire si ça sort du champ du love coach, parce que je voulais avoir ta vision sur quels sont les principaux traits ou caractéristiques ou attributs qui font qu'un homme donné va être séduisant plus qu'un autre. Alors, je pense que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Maintenant, je peux évoquer avec forcément mes expériences, qu'elles soient personnelles ou en coaching. Aujourd'hui, il y a des notions qui sont, je dirais, vraiment hyper importantes, comme le charisme, la confiance en soi, le charme. Je mise tout sur le rire. Pour moi, aujourd'hui, si on veut être séduisant, c'est créer cette zone de flirt. Ce rire et cette taquinerie, c'est-à-dire de rentrer dans une forme de dualité. Il y a une expression, je crois que c'est le negit, si je ne me trompe pas, qui est vachement répandue aux États-Unis. Moi, je mettrais un bémol, parce que notre société française, elle n'est pas aussi extravertie qu'aux États-Unis. Mais ce côté un petit peu de taquinerie, je trouve que c'est un excellent outil d'être séduisant. Parce que la femme, elle va voir qu'on est une forme de défi, mais un défi intéressant. Pas juste jouer au mec qui est macho un petit peu, mais plutôt cette taquinerie, ce flirt et beaucoup de rire. Voilà, jouer l'autodérision. Je pense que j'ai fait cette remarque-là à une personne que je coach, c'est que la personne charismatique, même quand elle fait une erreur, elle en rigole et ça devient cool en fait. Et aujourd'hui, la majeure partie des hommes, quand on fait une erreur en séduction, on se lamente et là, on perd complètement confiance. Donc, on a les épaules qui s'affaissent, on est moins séduisant, on se pose des questions. Alors que si on est capable de rire de soi et de taquiner un petit peu la nana qu'on a en face de nous, pour moi, c'est l'axe le plus important de la séduction. Ok, intéressant. Ouais, de pouvoir rire de soi, de chercher dans une situation donnée ce qu'il y a de rigolo. Je suis d'accord. De créer une forme de complicité. Alors après, je ne suis pas expert en séduction, je te donne vraiment mon avis personnel aujourd'hui, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à créer quelque chose de fort avec une nana et qu'elle se dise
c'est lui que je veux et pas Tartampion. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a le choix, mine de rien. Quand on va sur les sites de rencontres, c'est des milliers de profils. Alors par contre, à contrario, effectivement, il y a très peu d'hommes qui sont capables d'aborder une nana, que ce soit dans la rue ou en soirée. Mais quand même, les choix, je pense que les femmes aujourd'hui ont le choix. Et que c'est important d'être cet homme un peu différent, celui qui arrive à être totalement naturel, au final. Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit sur le rire, c'est que tu n'as pas juste dit que c'est bien d'être drôle. Tu l'as mis sous un angle particulier de mettre la femme au défi, de la challenger un peu, de la piquer un peu. Et ça apporte de l'électricité, c'est sexué. Alors que s'il y avait juste eu du rire, bah, le risque aurait été que le mec il passe pour le mec qui amuse la galerie, un entertainer, un clown. Et qu'il aille dans la friend zone du coup. Exactement. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le rire, en fait, je pense qu'il ne faut pas être marrant, entre guillemets, il faut juste apprendre à transvaser la séduction vers, j'aime bien ce terme de sexuer, parce qu'en fait, la taquinerie, elle a ce côté défi, ce côté un peu match de boxe, qui amène à une séduction qui est performante, je pense. Ouais, on est sur la même longueur d'onde. Et voilà, ce que je regrette, c'est que les hommes, ils perdent ça justement dans le couple. Très vite, on est en couple, très vite, alors on pose les pieds sur la table, et puis ouais, c'est bon, c'est ma nana, j'ai plus besoin de... Alors que nous, on va quand même chercher ce punchline tout le temps, et c'est ce que j'essaie de retranscrire aux personnes que je coach, justement. C'est vrai que la séduction, elle ne s'arrête pas quand on se met en couple. C'est quand on se met en couple que la plupart du boulot peut démarrer. Exactement. Bah, ce qu'on dit, c'est que le plus dur, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'y rester. Bah, c'est pareil. Le plus dur, c'est pas d'être en couple, c'est de rester en couple et de se challenger pour être attirant aux yeux de sa femme. Oui, bah, de donner envie à son conjoint de rester avec nous chaque jour. Et que ce soit pas juste un acquis, pas parce qu'on lui a mis une bague sur le doigt. Exact. Ça, c'est important, je pense. Parlons un peu Alors, c'est quelque chose que moi je perçois en tout cas. J'ai l'impression que certains hommes, pas tous, mais certains hommes ont du mal à se positionner aujourd'hui, à trouver leur place vis-à-vis de femmes dont le rôle en société a pas mal évolué. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu ressens? Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la place de la femme dans la société, elle a vraiment évolué. L'émancipation, ça, c'est une certitude. Mais la majeure partie des femmes que je vais coacher, en fait, elles rencontrent des hommes qui vont pendant 1, 2, 3, 4 mois tout faire pour les faire tomber amoureuses. C'est vraiment leur mission, et je pense que c'est notre mission en tant qu'homme de faire tomber cette femme amoureuse. Et puis au bout d'un moment, ces hommes, ils vont se poser la question de savoir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec cette femme? Parce que moi, je me suis investi, j'ai mis de mon temps, de mon énergie pour la séduire, et au final, je me rends compte que j'ai pas trop envie de m'engager parce que cette femme-là n'a pas su en réalité séduire l'homme. Et donc j'ai plutôt cette problématique-là d'avoir en fait... je pense que nous, en tant qu'hommes, on peut parfois être très actif dans la séduction et après se dire, mais finalement, c'est pas forcément la bonne qu'il me faut. Donc, je sais pas si toi, tu as ce cas-là aussi en coaching, mais moi, si j'inverse le sexe, si je vois les femmes que je coach, c'est qu'elles sont pas assez actives dans la séduction. Et que du coup, ça leur dessert. Donc, elles ont une émancipation, elles sont indépendantes, mais en matière de séduction, elles sont restées dans cet ancrage de dire, moi, je me la coule douce et puis c'est à l'homme de tout faire. Oui, j'ai beaucoup ça qui revient dans mes expériences, notamment aussi dans les commentaires sur la chaîne YouTube par exemple. En dessous de certaines vidéos YouTube. Oui, effectivement, les femmes vont pas toutes les femmes, je fais une généralité, mais beaucoup de femmes vont se prévaloir qu'aujourd'hui il y a un équilibre des rôles, que la femme peut tout aussi bien être dans l'action de faire avancer la danse de la séduction, et ça c'est top, super. Seulement en réalité, c'est rare que je vois ça sur le terrain. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que c'est pour ça que aussi l'homme, il peut avoir du mal à se positionner parce que la femme peut avoir des grandes attentes en fait en lui. Et si l'homme arrive à les assouvir, alors à ce moment-là, c'est lui maintenant qui va demander des grandes attentes. Et là où les femmes, elles ont du mal aujourd'hui, je pense, à se mettre dans ces dispositions-là. Donc elles veulent l'égalité, mais c'est toujours à l'homme de payer, c'est toujours à l'homme de faire le premier pas, c'est toujours à l'homme de ci, ça. Et je pense que ça crée des distorsions aujourd'hui dans notre société. Ouais, je suis assez d'accord. Ce qui me fait penser à peut-être une autre distorsion à nouveau chez les femmes. Je ne sais pas si tu as souvent entendu ça aussi. Certaines femmes qui disent vouloir trouver un homme qui soit gentil, doux, attentionné. Et en réalité, on va s'apercevoir qu'elles sortent avec et elles couchent avec des hommes qui ne sont pas principalement définis par ces caractéristiques-là,
Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce beans? Je suis d'accord avec toi. Alors, on va prendre les mots franco, quoi. Ils vont être attirés par les bad boys, un peu les connards de service, on va dire ça comme ça. Parfois, souvent même. Ouais. Alors, j'ai pas mal de femmes comme ça. Je pense qu'elles idéalisent l'homme sympa, beau, gentil, etc. Mais elles se lassent très vite, quoi, en réalité. On va partir sur ma vision de la séduction aujourd'hui, c'est de dire, mais il y a quand même très souvent un rapport de force. Et quand on est acquis en tant qu'homme, quand on est trop gentil, quand on est trop attentionné, ça fait fuir. Ça fait fuir parce qu'au final, les femmes, mine de rien, elles ont besoin d'un homme gentil, agréable. Alors, pas toutes les femmes, on généralise toujours, mais la majorité des femmes que je peux coacher, elles ont besoin d'avoir un homme gentil, certes, mais elles ont aussi besoin d'avoir un homme qui sait les tenir. Ça ne veut pas dire le gros connard de service, mais au moins un homme qui sait mettre des barrières quand il faut, qui sait avoir son indépendance également, parce que très souvent, on a des hommes qui vont être en demande. Donc le BINS, il est à ce niveau-là, c'est que on dit ce que la société veut bien entendre, mais on ne va pas dire le vrai message qui est de dire mais moi je veux un homme qui a du caractère, quoi, qui est capable quand même de me tenir dans la relation, parce que cette indépendance des femmes, je pense que ça renforce quand même leur caractère. Et que si elles écrasent l'homme, on est dans une société où c'est quand même à l'homme d'avoir le rôle d'homme fort dans la relation. Donc s'il n'a pas ce rôle-là dès la séduction, alors là, il est évincé, quoi. Ouais, je suis d'accord, je veux dire... Ce mot gentil, il est assez terrible parce que c'est le mot qu'on ne veut pas entendre. Ouais, ah ben non. ça véhicule l'image d'un espèce de paillasson. Et je crois qu'il ne faut pas confondre ça et le fait d'être bienveillant. Je veux dire, le problème avec le connard, pour prendre cet archétype sociétal, le connard, il a certains comportements qui peuvent être attirants. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, il va typiquement avoir une vie qui est remplie. Il va pas voir la femme comme le centre de son univers. Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de devenir un connard pour attirer une femme, bien heureusement. On peut être un homme bienveillant et qui a aussi d'autres choses dans sa vie que sa femme. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de trouver le juste milieu entre l'homme, entre guillemets, gentil, bienveillant, comme tu peux bien le préciser, mais aussi l'homme, entre guillemets, caractériel, qui a sa propre vie, qui a quelque chose à apporter à la femme. Ouais. C'est une sorte de vision où on doit lui apporter quelque chose, et je pense que c'est l'équilibre du couple doit reposer sur ce partage de sa vision à elle, ma vision à moi, et puis notre vision commune, entre guillemets. Puisqu'on en est sur les différents avis que peuvent émettre certaines femmes, j'en ai un autre avis que j'entends souvent. Souvent, pas toujours, hein, mais souvent quand je vais demander à une femme ce qu'il faut qu'un mec fasse pour être séduisant, la réponse qui revient souvent, c'est qu'il doit juste être lui-même. Il faut qu'il soit, c'est ce fameux être soi-même. Or, j'ai l'impression qu'au mieux, c'est un peu limitatif, parce qu'un homme qui entend ça, c'est pas vraiment un conseil actionnable, rester soi-même. Parce que rester soi-même, ça peut interdire le changement et l'évolution. Alors, je suis entièrement... Comment tu l'entends? Moi, je l'entends par... Alors, être soi-même, l'homme va l'entendre par être gentil, et la femme, elle va l'entendre par le mec, il doit avoir confiance en lui. Je pense que c'est sous-entendu, entre guillemets, j'ai besoin d'un homme qui a confiance, qui s'assume, qui sait ce qu'il veut. Et nous, en tant qu'homme, on dit, être soi-même, ça va être, je dois lui offrir des fleurs, je dois être à ses petits soins, je dois lui dire qu'elle est belle. Ça, c'est un peu trop être gentil. Alors, je pense que c'est ce décalage entre les deux, quoi, le problème de communication. Ouais, effectivement, une même phrase peut être perçue très différemment. Exactement. L'imagerie qui est derrière. Exactement. Donc, quand la femme, elle dit, il faut juste qu'il soit soi-même, en réalité, ce qu'elle dit, c'est que tu as intérêt à avoir confiance, parce que moi, j'aime les hommes qui ont confiance. En gros, c'est ça. L'homme qui sait qui il est, et qui ne va pas modifier ses goûts en fonction des siens, par exemple. Oui. Exactement. Pour terminer, je voulais c'est peut-être une question un peu difficile. Je voulais que tu me dises quelque chose qui pour toi est une vérité, quelque chose que tu sais être vrai dans les relations hommes-femmes et qui va à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens. Donc quelque chose sur lequel peut-être que la plupart des spectateurs vont se dire « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Alexandre, il n'a rien compris. » Quelque chose qui va contre les idées reçues de société, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Si je dois rebondir sur quelque chose que j'ai pu évoquer tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, la séduction, il faut l'envisager comme une forme de rapport de force. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tendance à conseiller aux personnes que je coach, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, de jamais chercher à se mettre au même niveau que l'autre, mais toujours au-dessus.
De considérer quand on aborde cette femme qu'elle est folle amoureuse de nous. De considérer que quand on veut sauver notre couple, bah, cette femme-là, elle a besoin de nous. Parce que quand on se met au même niveau, l'être humain a tendance toujours à se rabaisser au fur et à mesure. Alors que si on se met au-dessus, au pire des cas, on sera au même niveau. Mais c'est vraiment cette idéologie de dire bah, je vais être dans une forme de rapport de force, je vais lui prouver ce qu'elle perd, je vais lui prouver que je suis l'homme idéal. Et ben, je pense qu'avoir cette dynamique au-dessus de l'autre, qui peut parfois être pris comme du machisme ou d'un peu trop de confiance en soi, du narcissisme, chercher le terme, et ben en réalité, pour moi, c'est important de partir avec cette dynamique-là, quitte après à se repositionner au même niveau, entre guillemets. C'est quelque chose qui n'est pas encore très bien perçu par les personnes que je coach, entre guillemets, du moins au départ. Et mon métier à moi, c'est vraiment de les aider à se mettre dans les meilleures dispositions. C'est le bon moyen d'être soi-même, d'être fort. Voilà. Donc si je dois donner un conseil qui va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait penser, c'est ne vous mettez jamais au même niveau, mettez-vous toujours au-dessus de la personne qui est en face de vous. Ça vaut pour la vie professionnelle, ça vaut pour tout. Quand on se met au même niveau, on a tendance à toujours se mettre un peu en dessous au final et à avoir peur d'eux, alors que quand on est au-dessus, on n'a jamais peur. C'est vrai que cette histoire de valeur perçue, elle est fondamentale, elle est capitale. Je sais que souvent dans mes vidéos et un peu sans arrêt en atelier, je suis en train de faire ces gestes avec mes mains que tu viens de faire. Ouais, c'est clair. C'est hyper important. C'est fondamental. Et je rebondirais en fait, si je peux me permettre, sur une petite anecdote, en tout cas une expérience. Dans le milieu du sport, quand on parle avec des personnes qui ne sont pas de ce milieu, ils disent l'important c'est de participer. On n'entendra jamais ça en tant que sportif. L'important c'est de gagner, quoi. Il ne va pas pour participer. Et c'est là où je pense que c'est important. Dans la séduction, c'est pareil, quoi. L'important c'est pas de participer, l'important c'est de gagner. Bon, une fois qu'on a fait tous les efforts, même si on a perdu, on est satisfait de soi-même. Et ça, c'est le but de ne pas avoir de regrets. Mais si on part avec l'idée qu'on peut à un moment donné chuter ou qu'on peut à un moment donné dire bah, tiens, cette fille, ah non, elle pourra ne pas me donner son numéro. Alors à ce moment-là, en fait, c'est sûr qu'on ne l'aura jamais, quoi. Et je crois qu'on a besoin de cette idéologie de se dire non, on se met au-dessus, on se fixe des gros objectifs et puis on fonce, quoi. On y va, les gars. Je pense que c'est important. Et sur ces mots encourageants, j'aimerais savoir, Alexandre, comment on fait pour en savoir plus sur toi, comment on te contacte, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Alors c'est très simple, il y a mon site personnel donc, qui est alexandrecormont, cormont.com, sans point, sans rien. Voilà, vous pouvez me contacter à travers ce site-là, vous avez de nombreux articles majoritairement sur la vie de couple, sur la reconquête, un petit peu de développement personnel et parfois même de séduction. Alors pas séduction comme toi tu l'envisages, mais plus la séduction, comment trouver l'amour, comment utiliser les sites de rencontres, comment utiliser tous les moyens aujourd'hui qui sont mis en place. Voilà, c'est mon site personnel, donc n'hésitez pas à m'écrire, à commenter cette vidéo et également je serai là pour répondre à toutes vos questions. Ça a été un vrai plaisir en tout cas Alex de faire cette interview avec toi. Pareil Alexandre, c'était cool, merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao les amis. Bye bye.